Tout a commencé par Sainz en Australie. Norris a enfin arrêté de courir derrière un triste record de podium sans victoire. Il a enfin eu sa première. Le prince Charles, Perceval, Leclerc a enfin posé la couronne sur sa tête à domicile. Max sous pression se met dans les rails. Les amis, 2024 devient une saison de plus en plus intéressante. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission La Formule 1, on en parle. A tout de suite les amis. Pour cette victoire du prince à Monaco, Franck a enfin décidé de troquer son beau, confortable canapé contre ses chaises hautes inconfortables parce que oui les amis, on n'a pas toujours le budget pour se faire plaisir, pour enfin nous livrer quelques émotions arrivées au tiers de la saison. Oui les amis, nous avons enfin réalisé un tiers du parcours. Franck a essayé aujourd'hui de parler. Les amis, il faut quand même que je te dise Franck, je suis quand même très content de te voir. Plaisir partagé. Parce que depuis je me balade dehors, oui les amis, on est un peu populaire. Petit à petit. Les gens me demandent pourquoi Franck ne vient plus à l'écran. Écoutez, moi je trouve la réponse facile. L'étoile de Mercedes a arrêté de briller. Franck, il est temps que tu remettes la lumière. Il est temps que la lumière resplendisse. Où étais-tu terré? Alors, déjà bonjour chers auditeurs. Bonjour Finger Pilote. Salut. Je me sais très fan d'Hamilton. Et Hamilton, il est un démissionnaire. On est tous des démissionnaires aujourd'hui. Et Hamilton a choisi de faire le strict minimum jusqu'en 2025. Donc, j'ai pris ce pas. Surtout que, tu te rappelles notre dernier débrief ici, on venait vous annoncer la très mauvaise nouvelle que Red Bull allait tout écraser. Et là, on revient, tête des charlatans, vous revendre de l'espoir. On vient revendre de l'espoir aux fans Ferrari que 17 ans après le titre pilote, 16 ans, comme le numéro 16 d'un certain pilote dont on va parler, Ben oui. c'est peut-être le moment d'arrêter la disette et de retrouver des couleurs à Maranello. Et pour cela, on va devoir débriefer, on va devoir analyser. Et c'est pour ça que je suis de retour. Franck, merci. Merci d'être de retour. Écoute, ton arrivée ne vient pas avec le beau temps, tu sais. Malheureusement, ni Roland Garros d'ailleurs. Ni le Roland Garros. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable. On a l'impression que le chef de projet chargé de piloter la météo est parti en congé, où il se repose, ou tout simplement, il est très pris par l'organisation des JO 2024. Oui les amis, l'actualité, ça occupe tout le monde, même le chef de projet qui pilote la météo. On n'aurait pas dû passer les congés paternité à 1 mois. Je ne viendrai pas sur ce domaine-là. Je ne viendrai pas dessus. Dans tous les cas, nous ne sommes pas experts de la météo. On n'est pas passionnés de la météo non plus. Ouais. On laisse cela à TF1 avant le journal. Nous les amis, il y a quand même une chose qui nous passionne. C'est la Formule 1. Même si quelquefois j'ai l'impression qu'on se rate dans nos prévisions de début de saison. Ah, c'est le jeu les amis, c'est le jeu. Et vous pouvez vanner, mais moi j'ai dit pour vanner, il faut montrer aussi que vous aviez prédit qu'aujourd'hui on aurait une lutte à 3 pour la victoire. Ça j'attends de voir. Écoutez, les amis, on vous invite à regarder notre prévision. En début d'année, on a fait notre picking order, ce qu'on croyait être la Formule 1, la Formule 1.5 et le reste du bataillon. Mais la réalité nous a rattrapés. La réalité a été très brutale. L'échappée, on avait imaginé que Red Bull s'échapperait, mais très rapidement, Red Bull a été rattrapé par McLaren et Ferrari. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on a cru, comme l'image le montre, à un cavalier seul de Pogacar, Red Bull. Et on se rend compte que non. McLaren a frappé les premiers par Norris. Bien que Sainz ait gagné en Australie, mais on était plus sur un what if de si Max n'avait pas abandonné, etc. Bien que Ferrari était très fort. Oui. McLaren a frappé en premier en Chine de mémoire avec les évolutions. Et là, Ferrari à Miami a introduit quelques petits trucs pour préparer une grosse venue à Imola. Et c'est cette venue-là qui les a propulsés également au devant de la scène. On se retrouve aujourd'hui avec un scénario rêvé. Un peu moins pour moi, fan de Mercedes, parce qu'un client me passe devant. Mais au moins, je prends un peu plus de plaisir devant les Grands Prix. Plaisir tous les dimanches. Il faut croire que moi également, j'ai commencé à reprendre du plaisir devant les Grands Prix. Mais je t'invite quand même à jeter un petit coup d'œil. Ton écurie de cœur, Mercedes. Oui, On appelle ça comment? No Man's Land, No Woman Land. C'est quoi l'expression? c'est No Human Land. No Human Land. Exactement. Comme ça, on a de problème avec personne. Oui, Mercedes, aujourd'hui, voilà, tu es beaucoup trop bon pour regarder dans tes rétroviseurs pendant les courses. On se rappelle à Monaco,
Hamilton ou Russell. Hamilton finit 40 secondes devant Tsunoda. Oui. Et tu es beaucoup trop faible pour appuyer sur le bouton DRS. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des petites luttes interstitielles entre Russell et Hamilton. Ouais, mais moi, je veux finir 6e. Non, mais non. Ou alors, tu luttes pour le meilleur tour en course quand tout le monde s'est échappé. Ce n'est pas une condition idéale, mais c'est ce qui est la leur. Ils pensent avoir des réponses. Moi, j'attends de voir. Pour le moment, ils mettent des évolutions qui leur apportent un dixième par là, pendant que les autres qui te disent qu'ils ont des réponses mettent des évolutions de 3 dixièmes. On va voir au Canada, on va voir à Barcelone. Ils semblent ambitieux, mais pour le moment, je vois pas trop comment rattraper une demi-seconde en... Voilà. Écoute, Mercedes, on a l'impression aussi qu'ils ont décidé de prendre une moitié de saison pour comprendre encore la voiture. Ouais. Une voiture qu'on essaye de comprendre depuis 2022. Ouais. Et ils prendront peut-être l'autre moitié pour apporter des évolutions qui donneront quand même peut-être un peu plus d'un dixième, un peu plus de... Pas que de la sensation. Oui, mais si après Ferrari et McLaren continuent à atomiser des évolutions à coup de 2-3 dixièmes, voilà quoi. Mais je trouve que tu manques d'optimisme. George Russell a l'air de dire qu'il vise la victoire à chaque Grand Prix. Oui, mais bon, Russell, il ne lit pas les mêmes datas que nous. Nous, on n'est pas en interne. Peut-être ils savent ce qu'ils lisent, mais pas nous. Et tu en penses quoi du sujet de Tsunoda qui est la sensation de ce début de saison? Tsunoda, pour moi, j'avoue, quelque part, au moment, j'ai cru qu'il allait être le clair remplaçant de Perez. On est d'accord. Perez, on en reparlera, mais ce pilote est de plus en plus en difficulté. Quand Tsunoda est en train de briller et d'éteindre Daniel Ricciardo, qui à un moment a été... le châssis, s'il te plaît. On leur redonne ce châssis. Il y a eu un éclair. Non, il lui faut un nouveau châssis à chaque tour. Il faut un nouveau châssis à chaque Grand Prix. Voilà. Mais Tsunoda, pour moi, c'est la surprise de la saison. Ouais. Très bon début de saison. Constant, calme. Franchement, la sérénité règne dans ce baquet. Tout à fait. La sérénité règne. Mais au niveau du peloton, je suis quand même fier parce que, quelque part, on n'était pas trop mal. Oui, on a eu le nez fin. On a eu le nez assez fin, à part Aston Martin au final, qui a descendu d'un grade. Grosse surprise, pour ne pas dire déception de ce début d'année. Surtout pour Fernando Alonso. Surtout pour lui. Il venait de re-signer. On a vu plein de faiseurs de contenu mainstream. Même nous applaudir en disant putain, enfin Fernando, il nous fait de la continuité. Mais oui. Et là, on branche les premières évolutions, plus rien. Tapis, rideau. Je crois 2 fois éliminé en Q1, où il faut vérifier, mais je pense qu'on n'est pas loin de là. Imola, Q1, Monaco, Q1. Waouh. C'est... Ouais. Lance Stroll est devenu Championship Caliber driver. Aujourd'hui, Stroll carry Aston Martin et oui. Merci. Mais une autre surprise également, c'est As. Oui. As avec un seul pilote. Pragmatisme total. Un Allemand. Voilà. Hülkenberg. Et un Viking qui ne laisse personne passer. Mais oui. Il est à la limite de l'exclusion d'un Grand Prix. Je pense qu'il aurait eu si il n'était pas à la limite. Parce que ce qu'il a fait à Monaco, moi je pense que, voilà, c'est un débat, je donne mon avis maintenant. Moi je pense que Monaco, déjà la règle c'est quoi? Si tu as pour moins ton aileron avant au niveau du train avant, du pilote, il n'est pas dans l'obligation de te donner de la place. On peut voir les choses comme ça. Il avait l'aileron avant au niveau de la roue arrière de Pérez. Dans des rues qui font 3 mètres de large, désolé, Pérez aussi, c'est un combattant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on me dirait que Pérez devait lui donner quoi que ce soit. Donc il a foncé, comme Hülkenberg a dit, unnecessary, non nécessaire. Bon, on a jugé qu'on ne lui donne rien, bien à lui, mais en tout cas, Ayo Komatsu, très bon travail. Il a pris les points qu'il avait à prendre maintenant. As ne va plus développer la voiture, donc c'est bon. Hein. Écoute, moi je reviens quand même sur ce débat. Débat non préparé, mais que tu as lancé. Ouais. Je crois pertinemment que Perez aurait dû laisser la place. On a vu Perez regarder le rétroviseur sans cesse sur la montée. Il aurait dû laisser la place à Magnussen, sachant que le parcours se refermait. Donc c'est soit tu freines, mais tu freines drastiquement pour ne pas te mettre dans le mur, soit Perez devait laisser la place. Je pense que l'accident, il le voyait venir pour Magnussen. Okay. Était-ce le vice quelque part? Je ne sais pas. Mais honnêtement, Perez aurait dû laisser la place. Voyant comment ils arrivaient tous les deux, et puis la Red Bull en vitesse de pointe, c'est pas la voiture qui peut se plaindre. Tu sais pourquoi il sourit? Pourquoi? Genre le finger pilote Sim Racer aurait trop laissé la place. Le finger pilote Sim Racer, c'est un gentleman driver. Ouais, bof. Écoutez, les amis, c'était une petite image. Une image pour vous montrer à quel point la Formule 1 change. Les évolutions d'une saison à l'autre nous donnent des sensations incroyables. Mais après tout ça,
Une fois qu'on a dit tout ça, il y a une écurie quand même qui a un sentiment de la fête est achevée. La fête est finie, les amis. La fête est finie. On a l'impression que cette RB20 est animée d'un cheval de Troie. Ne serait-ce pas cet ingénieur qui quitte enfin l'écurie et qui dit cette écurie ne sera rien sans moi. Je laisse un cheval de Troie et tous ceux qui viendront travailler après ne pourront jamais remettre cette voiture sur des rails si ce n'est moi, Adrien Newey. Bref, les amis, on a l'impression que cette Red Bull est animée par un esprit. Est-ce qu'ils trouveront la solution? En tout cas, les boss semblent dire le contraire. À côté, on a un Pérez. Pérez aux fraises. Pérez qui rentre de plus en plus dans le rang. Pérez qui, depuis le Japon, est en plein déclin. Il est en plein déclin. On a toujours dit que quand la concurrence se resserre, Pérez est celui qui chute. Est-il réellement le vrai niveau de cette RB20? Quand Max Verstappen a tendance à dire qu'il sublime la voiture. Et je crois que ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. Non, on ne va pas dire le contraire. On ne va pas contrarier Max. Sinon, quand on regarde la différence de points entre 2023 et 2024, après 8 Grands Prix, je dis bien 8 Grands Prix, c'est fou. Le peloton se resserre. Pérez est très loin. Leclerc, l'écart est très proche avec Max Verstappen. C'est une saison vraiment palpitante. 321 points l'année dernière pour Red Bull contre 321 points l'année dernière, effectivement, contre 276 cette saison. Ouais. Ils perdent clairement des points avec une Ferrari qui, elle, par contre, engrange énormément de points. On l'a dit lors des vidéos précédentes, Ferrari, surtout Charles Leclerc, c'est arrivé dans le top 5. Ouais. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, Charles n'est pas top 5, top 4. Les tifosi sont pointilleux. Il n'a jamais été en dessous du top 4. Top 4, les amis. Mais tu sais, ce qui me passionne encore plus, c'est que ça, c'est une photo après que Red Bull ait été les grandissimes favoris sur les 5 premiers Grands Prix. Oui. Et pourtant, Leclerc n'est qu'à 31 points. Et pourtant, il n'a qu'une victoire contre 5 victoires de Max Verstappen. En gros, la régularité paye. La régularité paye. On n'apprend rien pour être champion du monde. Il faut d'abord finir les courses. Donc, on est vraiment dans un point où je me dis, dans 4 GP pour 5 GP qu'on fera le bilan de la première partie de saison à la trêve estivale, on peut avoir un championnat encore plus serré que ce qu'on a devant nous. Il y a vraiment une possibilité. Maintenant, Red Bull a dit qu'ils amènent aussi quelque chose de pas mal à Barcelone. Oui. Donc, tout va dépendre de ce moment-là. Mais je veux revenir sur ce que tu as dit sur Pérez, comme quoi il peut être peut-être le baromètre du vrai niveau de la Red Bull. Je ne vais pas aller jusque-là. Oui. Voilà. Je sais qu'il y a des amis proches de nous qui disent que Red Bull c'est niveau As. N'allons pas dans ce genre de théorie. Ils se reconnaîtront. J'espère qu'ils nous laisseront un commentaire en dessous et un like. Exactement. Non, je pense que Pérez aujourd'hui, la Red Bull est capricieuse. C'est le moment où on voit la différence entre pilote, bon pilote et pilote extraordinaire. Max réussit à extraire là où Pérez, voilà, il est sur un fil de rasoir. Je pense que la Red Bull est une voiture peut-être plus performante que les W13 ou 14. Mais qui a un comportement similaire moyennant la performance. Dans le sens où dès qu'il y a des boss, elle devient quasiment incontrôlable. Ils sont toujours sur un fil. Max le dit. Il a dit à Monaco, les gars, si je refais un tour comme je viens de le faire, je me mettrai dans le rail. Ouais. Et 2 heures plus tard, il se met dans le rail en qualif quand il veut refaire ce tour-là comme il avait prévenu. Donc ouais, c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Tu as dit que tu l'as comparé à la W14 ? Moyennant la différence de niveau, bien sûr. Ok. J'ai pas entendu. Non, j'ai dit ils ont le même comportement, mais ils arrivent pas au même endroit à la fin. On est d'accord. Cette Red Bull a beau être imprévisible, parce qu'ils disent carrément que les données de simulation ne coïncident pas avec la piste. Ouais. Ils disent que sur les bosses, cette Red Bull se comporte très bien, mais sur la piste, incontrôlable dès qu'on monte une bosse. Ouais. Si ce n'est que le seul problème de Red Bull, j'ai envie de dire. C'est un problème de riche. Ouais, c'est un problème de riche. Mais c'est justement ces commentaires-là qui me font penser à Mercedes. Nous qui avons décrypté des paroles, des interviews de Mercedes, c'est exactement la même. Dès qu'il y a une bosse, mais dès que la piste est un billard qui peuvent rouler bas comme ils veulent, la Red Bull, c'est pour ça que tu vois, qu'on va dire la fête est finie. Moi, je tempère quand même. Ne faisons pas comme si Max n'a pas mis une mine à tout le monde à Imola sur le run en médium. Bien sûr. Et il le fera au Canada. Il le fera peut-être aussi au Canada parce qu'on a reçu facile au Canada. Voilà. C'est une piste lisse. Exactement. Barcelone sera aussi lisse. Donc c'est là où moi j'attends de voir est-ce que McLaren, c'est une piste lisse, là où Red Bull n'aura plus aucune excuse, va réussir à être là. Est-ce que Ferrari va réussir à être là? Mais jusqu'à maintenant, voilà, je ne m'inquiète pas plus que ça. Pour le constructeur, oui. Pour le pilote, Max, il a quoi, 38 points d'avance. 31 autant pour moi. Oula.
On va voir. Mais je te lance quand même sur un sujet qu'on a discuté en off il y a, Ouais. je pense, 2 semaines. On se disait, quand on regarde la dynamique de Red Bull et de Ferrari, ou McLaren même, Oui, bien oui. que Piastri fasse un peu des montagnes russes, on se demandait, est-ce que Red Bull, l'écurie, peut perdre au championnat constructeur? C'est quoi ta vision? Alors, ma vision, c'est Red Bull va faire du Red Bull misé sur un pilote. Oui, Le barème actuel de points, on en parlait, tout à fait. fait qu'il n'y a quasiment aucune différence entre finir premier et sixième et finir deuxième et troisième. Exactement. Pour rappeler, on avait dit premier, sixième, c'est 20. Premier, 25 points. Sixième, 8 points. points, ça fait Ça 33. fait 33. Et deuxième, troisième, ça fait 33 points également. Exactement. Donc, Pérez, il peut se permettre d'être le pire de la bande du top 3 de la bande des fous furieux là. Oui. Donc, être sixième à chaque course. Si Max, on lui donne la voiture, qui roule comme il veut, etc., et qui t'arrache 15 victoires d'affilée comme il est capable de le faire, Tout à fait. tu peux te permettre d'avoir le constructeur. Donc, c'est le côté un peu, je trouve, injuste de la F1 avec le barème actuel, mais que Red Bull peut utiliser à son avantage. Mais quelque part, même si au final il fait premier et deuxième, le vrai problème c'est que derrière, Ferrari n'est pas la seule force. Exactement. Donc Ouais. elle va se battre, ils vont se manger des Le points au point, championnat. voilà. Qui me fait croire que, honnêtement, Red Bull va gagner le championnat Constructeur. constructeur. Ok. Oui, moi je pense, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Red Bull pour vous gagne le championnat constructeur ou le duo Charles Leclerc et Carlos Sainz Ouais. pourront rivaliser, ou voir Piastri et Norris pourront rivaliser et enfin prendre ce championnat, parce que ce serait quand même une victoire, que ce Non, soit pour c'est- Ferrari oui. ou McLaren. Oula. Le championnat constructeur c'est une victoire. C'est une grosse victoire. McLaren, ça part quand même de très loin. Tout à Voilà, on connaît les McLaren, les 4 premiers GP, ils sont jamais au point. Ouais. Ils vont le payer. Mais tu marques un très bon point, c'est que là maintenant, il y a 3 personnes qui mangent à la table en fait. Oui, Red Bull a fait le nécessaire, ça rappelle un peu Mercedes début 2019, avant que Ferrari se mette au point. Ils prennent 6 doublés sur les 6 premières courses. Mm. Et cet écart ne sera plus jamais rattrapé. Red Bull a pris 4 doublés sur 5. Ferrari en a pris 1 en Australie. Si Perez continue à mal se qualifier, bagarre dans le peloton, Tout il y à a fait. des risques de DNF, donc ça aussi ça à voir. Mais ouais, il y a un monde où Red Bull gère 7, 25, 25, 24 points d'avance. Il Ouais. arrive comme ça à Abu Dhabi. donc tout cela nous fait croire qu'aujourd'hui la F1 devrait revoir son barème. Ouais. On aimerait un écart moindre entre le premier et le deuxième, parce que 7 points, je pense que c'est 7 points, 7 points c'est énorme. C'est énorme. Énorme, énorme sur 24 Grands Prix les amis, je sais pas si vous vous en rendez compte, Ouais. c'est énorme. Bref, passons à autre chose les amis, l'éclosion des hommes providentiels. Né pour briller, comme disait La Fouine, tu connais, vous avez la ref 2010, l'époque, ceux qui ne connaissent pas, vous n'étiez pas né, Ouais. je pense que tu n'étais pas né, ouais. En tout cas, à l'époque, je mettais la télé pour voir autre chose, on va dire. Norris et Charles Leclerc avaient un destin similaire dès l'instant où ils ont signé chez McLaren et chez Ferrari. Ouais. Ces deux pilotes étaient nés pour driver une équipe. Aujourd'hui, ils sont incontestablement les pilotes numéro 1. Même si quelque part, dans l'écurie de Ferrari, on a l'impression que Carlos Sainz, délivré, libéré, délivré, bref, bon, les amis, la phrase s'arrête. On a l'impression que, en début de saison, Ah là là. Mais oui, on est d'accord. Non, en vrai, Carlos Sainz, au début de saison, il est bon. Mais oui, je te laisse continuer. il est très bon. On avait Ouais. l'impression qu'il allait enfin montrer son vrai niveau sur toute une saison. Et très rapidement, la réalité nous a rattrapés. Ouais. Il s'est arrêté, il a arrêté de... Pas la D'être- réalité, son niveau l'a rattrapé. Son niveau, ouais. Voilà. Son niveau l'a rattrapé. Voilà. Et ça se voit au championnat, 30 points d'écart entre Charles et lui, sachant que Charles n'a qu'une victoire. Oui. Les deux ont une victoire, mais il y a quand même ce différentiel de points. Norris, quelque part, pour moi, cette année, je pense que c'est sa plus belle saison. Sa plus belle saison depuis qu'il est chez McLaren. Il est en face d'un pilote qui n'est pas dégueulasse, parce que c'est dégueulasse, c'est un gros mot. Il est en face d'un pilote très bon, Très bon. Oui, très oui. bon. Par contre, il a quand même un rythme de course Extraordinaire. impressionnant. Extraordinaire. Impressionnant, la remontée à Imola. Oh là, Oh waouh. là là. En Quel l'espace homme. de 15 tours, quoi. Quel Waouh. homme. Non, Quel il est homme. fort. Il a une fourre qui me rappelle Charles Leclerc Mm. avant, avec cette fourre, mais qui finissait toujours dans le bac. Oui, ouais. Mais Norris, il semble contrôler sa voiture sur les rails. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette éclosion des hommes providentiels?
Bah, j'ai envie de dire, il était temps en fait. Il était temps. Il faut arrêter de dire qu'ils sont jeunes. Voilà, 26 ans, 27 ans dans la vraie vie, c'est jeune. Mais ils ont chacun au moins déjà 6 saisons en F1. 6 saisons en F1. Lewis Hamilton était déjà champion du monde. Fernando Alonso était déjà champion du monde. Max Verstappen était déjà champion du monde. Je crois qu'il est champion à sa 7e saison. Mais en tout cas, il était vainqueur régulier de Grand Prix. Il mettait les pouces sur Mercedes. Donc moi, j'ai envie de dire il était temps parce qu'on connaît le talent de ces deux-là. Charles, je pense qu'il était pas seulement temps, mais il était crucial qu'il fasse cette saison parce que je ne vais plus rappeler qu'il arrive l'année prochaine chez Ferrari. Donc il est important que dès maintenant, Vasseur sache que mon gars ne regarde pas le septuple champion du monde qui sera dans le garage d'à côté, c'est chez moi, c'est avec moi que tout va bien se passer. Et j'ai envie de dire la régularité, c'est ça qu'on reprochait à Leclerc. Là, le graphe parle pour lui-même, quoi. C'est fou. Max Verstappen, summum de la réalité, il a de la régularité autant pour moi. Il a fini 6e à Monaco, il a déjà DNF, etc. Ouais. Charles, il n'y a pas de DNF, il n'y a pas de résultat en dehors du top 4. Il y a 5 podiums en 8 courses. Il y a des jeunes pôles. Et je pense que d'autres arriveront connaissant le bestial. Mais oui. Bah, il est de plus en plus en confiance. Bah oui. Franchement, pour moi, vous pouvez déjà écrire Bakou, ils seront en pôle. C'est le circuit de Charles Leclerc après Monaco. Vous vous rappelez pas, l'année dernière, il écrase les Red Bull à Bakou alors qu'il n'avait pas la voiture, quoi. On veut juste pas qu'il s'écrase au Castle, s'il te plaît. Oui, au château. Ouais. Voilà. Non, ton analyse est pertinente, elle est claire. La régularité, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans une écurie. C'est ce qu'il y a de mieux pour un pilote, pour performer. Et surtout, pour être de plus en plus en confiance. Ouais. Et cette victoire à Monaco le met tellement en confiance que je pense que le Canada, exactement, il y aura une vraie lutte. Sur un circuit où potentiellement on peut se dédoubler, oui, il y aura une lutte. Surtout dans le dernier secteur. Les deux premiers secteurs, c'est un peu compliqué. Le dernier secteur, à la sortie de la chicane, machin, et l'accélération, puis la dernière chicane, on peut se dédoubler. Pardon, sortie de l'épingle, l'accélération, dernière chicane, on peut se dédoubler. Tu connais l'accélération de la Ferrari, c'était monstrueux à Monaco. La traction. Elle est folle en traction. La traction, il pouvait se permettre de diminuer son rythme. Bah oui. Mais dès qu'il sortait du virage, Piastri ne le revoyait plus. Donc la voiture, elle est bonne, le pilote est bon. À la tête, l'exécutif est bon, les ingénieurs sont bons. Les aérostands sont nickel. Aujourd'hui, Ferrari est une écurie de pointe. Ouais. À tous les niveaux. Et ton pilote va la rejoindre. Bientôt, tu vas troquer le t-shirt Mercedes. Déjà qu'on le porte plus, on avait jeté la casquette au dernier. Dis pas ça devant l'écran. Mais voilà les amis, on va pas être très long. Les éclosions des hommes providentiels, vous l'avez tous remarqué, on le sait. Maintenant nous allons au Canada. 53e édition. Grand Prix de Canada a été reçu d'après ce qu'on a dit. J'ai pas encore vu les nouvelles images du circuit. Très rapidement, on les aura. Ça va être un billard. Max Verstappen va dérouler. Comme ça, à chaud, vraiment très à chaud, ton top 3 l'arrivée au Canada. Je mets premier Norris, deuxième Max, troisième Charles. Tu dis à chaud, tu réfléchis même pas toi. Tu es comme ça. Non, vraiment, McLaren a une vitesse de pointe. Il faut qu'il donne le secret à Mercedes parce que là, j'en peux plus. Donne le secret à Mercedes. Il faut qu'il nous dise parce qu'on a cru pendant longtemps que le moteur Mercedes c'était un GP2 engine et McLaren avait une évolution. Ils ont nickel, il n'y a plus de training, il n'y a plus rien. Donc je dirais McLaren. Je pense que McLaren, s'ils font la pole pour la première fois, on va pouvoir voir le vrai rythme. Okay. J'ai hâte. Legit quand même deuxième Max. Les gars, calmez-vous, il est encore là. Mais il est là, on peut pas l'enterrer. On peut pas. Moi, mon top 3, Max, Charles, Norris. Ça se tient. Pour moi, ça va quand même beaucoup se jouer à la qualif. J'accepte qu'on peut se dédoubler, mais on commence à voir que les performances sont tellement proches que si tu n'as pas un avantage pneumatique de fou furieux, tu n'arrives pas à doubler face à des personnes avec qui tu es en concurrence directe. Bien sûr, si c'est une Mercedes, c'est réglé en 2 minutes, hein, les gars, ne vous inquiétez pas, mais si la pole sera d'or maintenant. Rendez-vous au Grand Prix de Canada. As-tu quelque chose à rajouter, Franck, à nos téléspectateurs avant que
vous arrivez à cette émission? Un mea culpa, on est venu là, on s'est moqué de tous ceux qui nous disaient en commentaire que ouais les gars vous exagérez, ça va venir. Je te rappelle de la vidéo où il y avait plein de personnes qui disaient que non les gars vous pouvez plus dire que la F1 sans intérêt. Oui, ma psychologie de la F1, Oui, j'étais oui, très triste, très j'ai triste. fait mon Donc voilà. petit monologue. Ouais. Mea culpa, voilà. Ouais. Les conclusions hâtives, c'est pas bon pour la santé. Il faut laisser les choses venir convenablement. Et on se retrouve, allez, soyons disciplinés. On se retrouve fin du mois, on espère. Ou... Fin du mois, non, quand même. Non, non. Vous voyez pourquoi on tourne pas les émissions? Vous voyez pourquoi on tourne pas les émissions? C'est ce genre de comportement qui fait qu'aujourd'hui, Finger Pilote ne passe plus beaucoup sur vos chaînes. Bref, les amis, moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à tout casser. Oui, les amis. Non, allez, 3 semaines. On est à la fin du mois dans 3 semaines, les gars. Bref, les amis, merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous. On a hâte de vous lire en commentaire. Laissez-nous un like pour le référencement. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Faites connaître la chaîne autour de vous. On a besoin de monter. On est à 1900 et des brouettes d'abonnés. Bientôt 2000. C'est peut-être l'occasion maintenant de nous donner un petit coup de pouce. Ce serait bien d'avoir un nombre d'abonnés égal à notre salaire net, je sais pas. Tu gagnes très bien ta fille. Voilà. C'est pas Finger Pilote qui te paye. Surtout pas. Hein. Allez. Les amis, portez-vous bien. Sortez couverts, il fait froid d'ailleurs. C'était Finger Pilote et Franck. L'émission La Formule, on en parle. Ciao. Ciao.